Savez-vous à quel point certaines tactiques de tireurs d'élite étaient troublantes et jusqu'où elles sont allées dans certaines guerres? Savez-vous vraiment pourquoi les tireurs d'élite étaient généralement exécutés peu après leur capture, surtout les femmes? Alors remontons jusqu'au moment où les tireurs d'élite ont commencé leur sombre carrière militaire, puis continuons à partir de là. Le premier véritable concept de tireur spécialisé a émergé progressivement au XVIIIe et XIXe siècle. Et le mot sniper lui-même provient de l'argot militaire britannique dans l'Inde coloniale. To snipe signifiait chasser la petite bécassine rapide, ce qui nécessitait une visée sérieuse. Et le terme sniper a été appliqué aux tireurs d'élite capables de toucher des cibles difficiles à grande distance. Mais rappelez-vous que c'était une époque où la plupart des mousquets à âme lisse pouvaient à peine toucher quoi que ce soit à environ 70 mètres. Encore moins plus loin que ça. Les armées devaient compter sur le volume de feu et des tactiques spéciales pour en faire un usage efficace. Ils regroupaient les soldats en formation serrée et attendaient d'être à portée efficace de l'ennemi pour tirer une salve afin qu'au moins quelques balles touchent quelqu'un. Cependant, tout allait changer radicalement. La guerre d'indépendance américaine allait voir les premiers véritables exemples de tirs de précision lorsque de nouveaux fusils avec de longs canons raillés et de meilleures munitions sont apparus, offrant une précision bien supérieure aux premiers mousquets. Ces fusils étaient à l'époque très chers et difficiles à obtenir. Ils devaient être faits à la main. Fondamentalement, c'étaient des œuvres d'art. Mais entre des mains habiles, ils pouvaient infliger des dégâts à l'ennemi bien plus importants que n'importe quelle attaque conventionnelle. Et c'était pour plusieurs raisons. D'abord, bien qu'un seul tireur d'élite n'allait pas anéantir un régiment ennemi entier, avec ses tirs bien choisis, ciblant les personnes les plus importantes, il infligeait en fait des dégâts beaucoup plus lourds qu'un tir de mousquet aléatoire. L'autre effet, qui est souvent négligé, était psychologique. C'est ce qui allait contribuer de manière significative au traitement brutal que les tireurs d'élite capturés allaient subir. Les tireurs d'élite rendaient les soldats ennemis constamment nerveux, se demandant si un tireur d'élite était dans une zone qui était censée être sûre et sécurisée. Il suffisait d'un seul coup de temps en temps, quelqu'un tombant soudainement mort de nulle part pour que tout le monde là-bas porte cette peur au fond de leur esprit. Et les tireurs d'élite eux-mêmes avaient des jeux créatifs écœurants qu'ils jouaient sur leurs ennemis dont vous allez entendre parler dans un instant. Puis lors de la guerre de sécession américaine, la guerre des tireurs d'élite a atteint un niveau horrible, jamais vu auparavant dans l'histoire. Ils avaient maintenant des munitions miniées et les mousquets raillés ont été largement adoptés, ce qui a porté la portée efficace du fantassin moyen jusqu'à 275 mètres. Les fusils de précision bien faits sont devenus plus abordables et les premières compagnies de tireurs d'élite dédiées et correctement entraînées ont été formées. Ils ont appris la dissimulation et le camouflage et ont été formés pour trouver les cibles les plus précieuses qui perturberaient l'effort de l'ennemi pendant la bataille autant que possible, comme les officiers et messagers, les équipes d'artillerie et similaires. Les nouveaux fusils fins avec un rayage hexagonal pouvaient atteindre bien plus d'un demi-kilomètre et même les premières lunettes télescopiques ont commencé à apparaître. Les tireurs d'élite confédérés terrorisaient vraiment les troupes de l'Union, éliminant plusieurs officiers de très haut rang, comme le célèbre tir du général John Sedgwick d'environ 730 mètres. Le général a dit avec arrogance qu'il ne pouvait pas toucher un éléphant à cette distance après avoir été averti des tireurs d'élite. Quelques instants plus tard, il a été touché juste sous son œil gauche et tué. Les armées confédérées ont commencé à organiser des bataillons de tireurs d'élite dédiés, choisissant les meilleurs tireurs de chaque régiment pour former des corps d'élite. Ils avaient la liberté de parcourir le front et de chasser les cibles d'opportunité. Ils ont rapidement obtenu des fusils Whitworth de calibre 450 et 1 avec des lunettes télescopiques qui pouvaient toucher des cibles même au-delà de 900 mètres, quelque chose qui avait semblé auparavant impossible. Cela semait souvent le chaos dans l'esprit des soldats de l'Union. Mais ce n'était encore que le début de ce que les tireurs d'élite allaient réellement faire dans l'histoire et jusqu'où cela allait aller. Le monde entier a vu ce qu'ils pouvaient faire en guerre. Surtout du côté qui ne pouvait pas gagner un combat équitable à cause de nombres ou d'armements inférieurs comme les forces de guérilla. Mais l'idée d'unité d'élite de tireurs d'élite, pour une raison quelconque, est entrée dans une accalmie pendant quelques années. Les grandes armées européennes avaient maintenant de puissants fusils à verrou et une meilleure poudre,
qui donnait à chaque soldat une portée efficace jusqu'à environ 900 mètres, même avec des viseurs métalliques, avec des balles à chemise métallique complètes maintenant standard. Les batailles étaient encore principalement décidées par des tirs de salve, des charges à la baïonnette et la cavalerie. Donc, il ne semblait pas y avoir beaucoup de sens à entraîner un seul tireur d'élite spécialisé à l'époque. Cependant, cela allait bientôt changer radicalement lorsqu'une autre guerre a créé l'opportunité pour les tireurs d'élite de déchaîner leurs tactiques les plus horrifiantes et de prendre des dizaines de milliers de vies. C'était la Première Guerre mondiale. Après une brève période de guerre mobile, les mitrailleuses nouvellement développées et l'artillerie à tir rapide ont frappé le champ de bataille et les tactiques étaient simplement inadéquates pour cette nouvelle technologie. La guerre s'est rapidement transformée en une impasse sanglante dans la boue. Personne ne semblait avoir de solution et ils ont essayé toutes sortes de tactiques différentes pour la briser. Et bien sûr, le tir de précision était l'une d'entre elles. Cela a rendu les tranchées encore plus mortelles parce que bientôt personne ne pouvait lever la tête au-dessus du sol. Les tireurs d'élite allemands ont en fait été les premiers à gagner cette réputation mortelle. Alors que les Alliés étaient assez mal préparés pour ce qui allait se passer, ils ont rapidement déployé des fusils de précision faits main de qualité avec les optiques les plus modernes du monde à l'époque, et associé ça à des tireurs d'élite qui avaient été des chasseurs ou des membres de clubs de tir dans la vie civile. Leur œil vif et leur visée éliminaient tout soldat allié imprudent qui se rasait négligemment ou essayait simplement d'aller chercher de l'eau. Le jeu mortel du chat et de la souris dans les tranchées de la Première Guerre mondiale a commencé, et maintenant, pour la première fois de l'histoire, cela a été poussé à des niveaux absurdes avec une créativité troublante mais ingénieuse. Vous allez voir ce que je veux dire. D'abord, les tireurs d'élite se dissimulaient dans des cratères d'obus, des ruines ou des meurtrières spécialement construites dans les parapets de tranchées où ils pouvaient avoir une bonne vue de la ligne ennemie. Les Allemands utilisaient par exemple des boucliers en acier et des casques à double couche pour leurs tireurs d'élite. Pour contrer cela, les Britanniques ont amené leurs fusils d'éléphant au front, mais ce n'était rien comparé à ce que le tir d'élite allait devenir. Tout soldat qui s'exposait accidentellement pour un bref instant devenait encore un autre exemple de pourquoi vous ne devriez pas regarder par-dessus les sacs de sable et pourquoi les périscopes devaient être utilisés. Mais même alors, ils n'étaient pas en sécurité parce que les tireurs d'élite ont appris à tirer sur les tranchées d'une manière qui faisait ricocher la balle vers le bas et touchait quand même le soldat, même s'il était protégé d'un tas. Coup direct. Un seul tireur d'élite bien positionné pouvait infliger des dizaines de victimes en une journée avant d'être éliminé ou forcé de battre en retraite. Sur certains secteurs de tranchées, il était normal qu'environ 10 soldats par jour soient abattus par des tireurs d'élite. Au début, la seule façon de traiter un tireur d'élite qui semait le chaos sur toute une section de front était de pilonner toute la zone où il pensait qu'il pourrait être avec un barrage d'artillerie lourde. Cela le tuerait ou le ferait reculer pendant un moment et changer de position. Mais il ne fallait généralement pas longtemps avant qu'il ne revienne ou que quelqu'un d'autre ne le remplace. Les tireurs d'élite avaient un impact énorme sur le moral et créaient ce sentiment constant que quelqu'un vous observait, même quand il n'y avait pas de tireurs d'élite de l'autre côté. Le camouflage et l'optique continuaient de s'améliorer, et le tir de précision a rapidement glissé dans des tactiques carrément bizarres qui étaient toujours très efficaces. L'une des plus célèbres est le faux cheval mort. Il ne s'agissait pas seulement de construire un faux cheval mort et de le jeter là-bas. Les tranchées étaient constamment surveillées des deux côtés, essayant de repérer quoi que ce soit de suspect qui n'avait pas été là la veille. Elles étaient photographiées quotidiennement et étroitement analysées. On dit que les Français ont été les premiers à avoir cette idée. Ils attendaient le bon moment quand un vrai cheval mort gisait dans le no man's land. Ensuite, ils fabriquaient une copie réaliste en papier et en bois, soigneusement peinte avec une petite meurtrière bien camouflée, à travers laquelle un tireur d'élite pouvait mettre son canon. Sous le couvert de l'obscurité, il traînait la vraie carcasse, mettait le faux cheval à sa place et mettait le tireur d'élite en position. Un câble téléphonique caché retournait à la tranchée pour qu'il puisse également observer et rapporter ce que l'ennemi faisait. Le lendemain, tout avait l'air exactement comme la nuit précédente, du moins pour quiconque jetait un coup d'œil de l'autre côté.
Le tireur d'élite pouvait même attendre toute une journée avant de tirer son premier coup, juste pour s'assurer que sa couverture était absolument infaillible. La même idée a ensuite été utilisée avec des arbres. Sur certaines parties du front, seules quelques souches d'arbres avaient survécu au barrage d'artillerie constant, et ils essayaient même de les tourner à leur avantage. Ils construisaient une copie exacte de l'un des arbres restants, puis se faufilaient et l'échangeaient pendant la nuit en silence complet. Quand le matin arrivait, le même arbre était toujours au même endroit. Seulement cette fois, il y avait un tireur d'élite à l'intérieur, avec une belle position élevée, surplombant les tranchées ennemies. Les soldats de tous les côtés ont rapidement commencé à arroser même les vrais arbres avec des tirs de fusil et de mitrailleuses et à essayer de les abattre avec l'artillerie parce qu'ils avaient vu ce qu'un seul tireur d'élite caché dans l'un d'eux pouvait faire. Cependant, si vous pensez que c'est aussi loin que ça pourrait aller, détrompez-vous. Regardez ça. De fausses têtes humaines, également conçues pour être aussi réalistes que possible. Ces têtes seraient lentement et prudemment levées au-dessus de la sécurité d'une tranchée, imitant un soldat qui regarde. Certaines avaient même un tube en caoutchouc à travers lequel la fausse tête pouvait fumer une cigarette. Le but était d'attirer le feu de sniper et de faire tirer la fausse tête. Une fois que le tireur d'élite ennemi mordait à l'hameçon, le contre-tireur d'élite, qui surveillait déjà et attendait ce coup, pouvait voir d'où il venait et le neutraliser. Ou s'il n'était toujours pas trouvé, il pouvait examiner le trou de balle dans ses leurres et déterminer la direction et la position approximative où le tireur d'élite pourrait être, puis pilonner lourdement la zone avec l'artillerie. Parce que les tactiques de tireurs d'élite, comme vous le voyez, ont évolué de manière si créative, elles sont naturellement devenues plus efficaces et éliminaient un nombre important de soldats quotidiennement, tout en semant le chaos dans la psyché des autres. Cela n'a fait qu'empirer avec des tactiques spécifiques destinées à horrifier l'ennemi, où il tirait intentionnellement, non pas pour tuer, mais pour blesser un soldat, puis attendait de voir si quelqu'un tenterait de le récupérer. On dit souvent dans l'armée que blesser un soldat fait en fait plus de dégâts que de le tuer, car maintenant, plusieurs autres doivent le porter et s'occuper de lui, et plus de ressources sont dépensées pour lui. C'est donc une autre raison pour laquelle il faisait parfois cela. Ces choses ne se produisaient pas tout le temps, mais elles ont aidé à construire l'image des tireurs d'élite comme des tueurs de sang-froid. Cette façon soi-disant injuste de combattre où votre ennemi n'a pas vraiment de moyens de riposter a fait croître considérablement la haine envers les tireurs d'élite. Déjà dans la Première Guerre mondiale, même si c'était rare, les tireurs d'élite capturés ne vivaient souvent pas longtemps. En fait, l'exécution sur place était généralement vue comme une meilleure option que quelque chose qui durerait beaucoup plus longtemps, serait beaucoup plus douloureux, et se terminerait quand même par le même résultat, si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, il y avait aussi un autre côté à cela, où certaines règles non écrites humaines et silencieuses étaient respectées. Par exemple, sur certaines sections du front, si un côté ne ciblait pas les soldats allant aux latrines ou transportant de la nourriture ou de l'eau au front, l'autre côté le respectait également et les laissait en paix. Ces trêves non écrites duraient parfois un moment dans certaines zones, mais elles étaient toujours des cas isolés et dépendaient entièrement des soldats des deux côtés de cette section. Donc, quand la Première Guerre mondiale s'est terminée, le rôle de tireur d'élite s'est solidifié et était clairement là pour rester avec les premiers exemples de tireurs d'élite qui avaient des centaines de mises à mort. À Gallipoli, par exemple, il y avait des tireurs d'élite comme Billy Singh, qui avait plus de 150 mises à mort confirmées, tandis que le nombre réel serait plus proche de 300. Puis dans les années d'entre deux guerres avant la Seconde Guerre mondiale, les tireurs d'élite ont été formés au camouflage, à la patience, à la visée et à d'autres compétences pour les rendre aussi mortels que possible. Et chaque grande armée avait maintenant des écoles officielles de tireurs d'élite. Certains champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale allaient créer des conditions idéales pour que les tireurs d'élite atteignent des centaines de mises à mort. Et pour des duels de tireurs d'élite où les ennemis se traqueraient et se chasseraient mutuellement, attendant la moindre erreur pour décider qui gagnerait. Mais au lieu de trancher, les tireurs d'élite étaient maintenant bien plus mortels dans les combats urbains. Ils avaient d'innombrables opportunités de se cacher dans des villes bombardées et d'utiliser de hauts bâtiments pour une bonne vue. Même avant la Seconde Guerre mondiale, lors de la guerre d'hiver avec la Finlande, l'armée rouge soviétique
a reçu une leçon brutale sur ce que des tireurs d'élite déterminés pouvaient faire à une force non préparée, peu importe à quel point ils étaient en sous-nombre et sous-armés. Vous avez sûrement entendu parler de Simo Häyhä, le tireur finlandais qui a perfectionné l'art de décimer les soldats soviétiques qui montraient un signe de rang ou d'autorité. C'est arrivé au point que les commandants ont commencé à cacher leurs insignes et à ordonner aux soldats de ne pas les saluer sur le terrain, car cela ne ferait que peindre une énorme cible sur leur tête. Ce genre de comportement s'est répandu de tous les côtés, dans les zones où la menace de tireurs d'élite était élevée. Maintenant, les Soviétiques ont appris de cela, et quand les Allemands ont envahi en 1941, ils avaient quelque chose qui attendait et qui allait véritablement choquer la Wehrmacht. L'armée rouge a déployé des femmes dans des rôles de combat, y compris comme tireuses d'élite. Et ce n'était pas une petite expérience. Tout au long de la guerre, ils ont formé et envoyé environ 2000 femmes tireuses d'élite au front. Les Allemands pouvaient accepter que les femmes puissent servir dans l'armée, mais seulement comme infirmières. Les voir réellement combattre, réellement tuer leurs soldats, a rendu furieux le haut commandement allemand à un degré qui semble presque irrationnel. Mais encore une fois, les nazis considéraient déjà les peuples slaves comme sous-humains, et les femmes, avec des fusils, les ont apparemment poussés par-dessus une sorte de limite. Les généraux allemands ont émis des ordres selon lesquels les combattantes ne devaient pas être faites prisonnières du tout. Les soldats réguliers prenaient souvent cet ordre et allaient encore plus loin avec. Les tireuses d'élite soviétiques savaient exactement ce qui les attendait si elles étaient capturées. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre elles portaient une grenade avec un but très spécifique, une réservée juste pour elles-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. La tireuse d'élite soviétique la plus célèbre était Lyudmila Pavlichenko, une jeune femme qui a enregistré un nombre stupéfiant de 309 mises à mort confirmées, dont 36 étaient des tireurs d'élite allemands qu'elle a tués en duel. Il y avait aussi des tireurs d'élite masculins, comme Ivan Sidorenko avec plus de 500 mises à mort, et plusieurs autres avec des chiffres tout aussi extraordinaires. Mais les histoires des femmes sont particulièrement déchirantes, non pas à cause de ce qu'elles ont fait, mais à cause de ce qui leur a été fait. Prenez Tatiana Baramzina. Avant la guerre, elle était enseignante en maternelle. En 1944, elle était une tireuse d'élite formée avec 36 mises à mort confirmées. Elle s'est portée volontaire pour un raid en parachute derrière les lignes allemandes. Et quand son unité a été encerclée, elle s'est battue jusqu'à ce que ses munitions s'épuisent. Elle a été capturée et ce qui s'est passé ensuite ne peut pas être décrit ici sans que cette vidéo ne soit retirée. Disons simplement que son exécution a impliqué des choses qui vont bien au-delà de ce qu'un être humain devrait jamais avoir à vivre. Et laissons-en là. Puis, il y avait Maria Polivanova et Natalia Kovtchova, une paire de tireuses d'élite adolescentes qui se sont battues ensemble et ont totalisé plus de 300 mises à mort en 1942. Lors d'un engagement, elles ont été blessées et se sont retrouvées encerclées par des soldats allemands qui se rapprochaient. Elles savaient exactement ce que la capture signifierait pour elles. Alors, elles ont retiré les goupilles de leur dernière grenade et se sont assurées qu'elles ne seraient pas prises vivantes. Ce ne sont que les histoires qui ont été enregistrées et mémorisées. Il y en a certainement beaucoup plus que nous ne connaîtrons jamais où les derniers moments et la vraie vérité ne sont connus que des femmes qui les ont vécues et de personne d'autre. Mais voilà la chose. Cette brutalité allemande envers les tireurs d'élite et surtout envers les femmes tireuses d'élite s'est retournée gravement contre eux. Parce que quand vous savez que la capture signifie quelque chose de bien pire que la mort, vous vous battez plus dur. Vous vous battez jusqu'au bout. Vous rendez votre mort aussi coûteuse que possible pour l'ennemi. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait. De toutes ces environ 2000 femmes tireuses d'élite soviétique, seulement environ 500 ont survécu à la guerre. C'est un taux de perte de 75%. Et alors que beaucoup sont mortes au combat, un nombre significatif a connu sa fin de manière que les conventions de Genève ont été spécifiquement écrites pour empêcher. La bataille de Stalingrad a vu un tir d'élite massif des deux côtés, et les tireurs d'élite sont devenus l'une des plus grandes menaces sur le champ de bataille. Les tireurs d'élite japonais sur le front du Pacifique ont gagné l'une des réputations les plus cruelles de la Seconde Guerre mondiale, car ils ciblaient même les médecins, ce qui est une violation directe de la Convention de Genève, et utilisaient de nombreuses autres tactiques astucieuses. Ils n'ont donc presque jamais été faits prisonniers,
par les troupes alliées. Dans 2 incidents où les Américains ont combattu l'armée italienne en Sicile, ils ont aligné et abattu 73 prisonniers de guerre italiens et allemands soupçonnés d'être des tireurs d'élite. Ils l'ont fait après plusieurs très mauvais engagements où des tireurs d'élite tiraient sur des blessés et des médecins et infligeaient de lourdes pertes. Donc, les Alliés se sont mis en colère contre eux et voulaient envoyer un message fort. La même chose s'est poursuivie au-delà de la Seconde Guerre mondiale et s'est reportée dans toutes les grandes guerres jusqu'à nos jours. La guerre du Vietnam nous a donné un autre exemple sombre de à quel point la haine envers les tireurs d'élite pouvait devenir personnelle. Et celui-ci impliquait une femme qui est devenue tristement célèbre parmi les troupes américaines. Elle n'était connue que sous le nom d'Apache. Apache n'était pas qu'une tireuse d'élite, elle était aussi une interrogatrice. Et elle est devenue notoire pour les méthodes qu'elle utilisait sur les soldats américains capturés. Ce qui rendait les choses encore pires, c'est qu'elle aimait mener ses interrogatoires à portée d'oreille des positions américaines, assez près pour que les Marines puissent entendre exactement ce qui se passait, mais ne puissent rien faire pour l'arrêter. Cela a continué jusqu'à ce que le légendaire tireur d'élite marine Carlos Hadcock la traque finalement et mette fin à sa carrière. L'histoire d'Apache est l'un de ces cas où la ligne entre tireur d'élite et quelque chose de bien plus sombre devient floue, et elle aide à expliquer pourquoi les règles de guerre ont tendance à devenir des suggestions quand des tireurs d'élite sont impliqués. En avançant, le seul vrai changement est que les tactiques et la technologie pour le tir d'élite ont évolué avec des fusils et des optiques toujours meilleures. Alors que les équipes de tireurs d'élite standard consistent généralement en un tireur d'élite et un observateur travaillant étroitement ensemble, il existe également une vision nocturne et d'autres dispositifs qui donnent aux tireurs d'élite un avantage complet sur le champ de bataille, mais ils apportent également des dangers avec eux car l'autre camp peut plus facilement découvrir leur position et les éliminer. Les portées où ils sont efficaces augmentent toujours. Et même maintenant, avec l'intégration de la technologie IA pour calculer la trajectoire d'une balle et d'autres paramètres, les records de tir les plus longs sont constamment battus dans les guerres d'aujourd'hui. Et même dans les conflits modernes, le schéma continue. Prenez Irina Starikova, une tireuse d'élite pro-russe combattant en Ukraine sous l'indicatif Bajira. Elle aurait eu plus de 40 mises à mort. Et certaines d'entre elles n'étaient soi-disant pas du tout des cibles militaires. Quand elle a été blessée et que sa propre unité l'a laissée derrière, elle a été capturée par les forces ukrainiennes. Maintenant, compte tenu de tout ce dont nous avons parlé, compte tenu du précédent historique de ce qui arrive aux tireurs d'élite, en particulier aux femmes tireuses d'élite, quand ils sont capturés, vous pourriez vous attendre à ce que cette histoire se termine de la même manière. Mais ce n'était pas le cas. Au lieu d'une exécution immédiate, elle a reçu des soins médicaux. Une enquête déterminera ce qui lui arrivera finalement, mais le fait qu'elle soit en vie pour faire face à cette enquête est franchement inhabituel selon les normes historiques. Quant aux soi-disant règles de guerre, du point de vue juridique, les tireurs d'élite sont également protégés par les conventions de Genève, comme les autres combattants, et le tir d'élite de cibles militaires légitimes n'est pas considéré comme un crime. Mais la réalité sur le champ de bataille est généralement très différente, et les règles sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre réellement. Et toutes les guerres sont celles. Cependant, du point de vue du tireur d'élite, le fardeau psychologique est également important. Ils n'étaient pas tous des tueurs de sang-froid comme ils sont parfois dépeints. Ils étaient humains après tout. Voir de si près à travers votre optique ce que vous venez de faire à un autre être humain laisse une marque significative sur l'esprit. Ce n'est pas la même chose que de tirer avec une mitrailleuse ou un fusil et de ne même pas savoir si vous avez touché quelqu'un ou non. Le tir d'élite n'était pas à courte portée, mais c'était définitivement personnel. Ils observaient parfois leurs cibles pendant des jours et d'une certaine manière apprenaient à les connaître et leur routine avant de recevoir l'ordre de les exécuter. Les équipes de tireurs d'élite donnaient même parfois des noms à leurs cibles. Par exemple, s'ils surveillaient un complexe ennemi pendant des jours, ils nommeraient les gardes ou les cibles pour une orientation plus facile et après plusieurs jours, ils auraient finalement la bonne chance de tirer. Beaucoup d'entre eux étaient détruits mentalement et marqués à vie après la fin de la guerre. Nous avons un tel exemple de temps récent où un tireur d'élite a fait quelque chose d'horrible et il ne comprenait même pas pleinement pourquoi.
C'est allé si loin qu'après des années de culpabilité, il y a mis fin, mais a laissé une lettre où il expliquait exactement ce qu'il avait fait et ce qui lui était arrivé ensuite. Mais cela ne peut pas être mentionné ici sur YouTube. Donc si vous voulez vraiment voir jusqu'où les vraies horreurs du tir d'élite peuvent aller, commentez sous la vidéo avec le mot lettre et nous vous l'enverrons.